Elle pensait qu'on l'emmenait simplement aux toilettes, mais quelques minutes plus tard, elle comprit qu'elle disparaissait à jamais. Un geste secret, au cœur d'une tempête de neige, changea tout et déclencha une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire de quelle ville tu regardes cette histoire. Eva Rose Miller comprenait une chose simple, brutale, impossible à ignorer. Il ne lui restait presque plus de temps. Ce n'était pas une peur vague, ni une inquiétude enfantine née d'un malentendu. C'était une certitude froide, lourde, qui s'installait en elle comme une pierre. Chaque kilomètre parcouru, chaque panneau routier qu'elle ne reconnaissait pas, chaque halte anonyme la confirmait dans cette idée. Si elle n'arrivait pas à faire croire quelqu'un, maintenant, elle disparaîtrait pour de bon. Elle avait 9 ans, et pourtant son esprit fonctionnait avec une clarté douloureuse. Elle savait que les adultes avaient tendance à sous-estimer les enfants, à penser que la peur exagérait tout, que l'imagination brodait. Mais ce qu'elle ressentait n'était ni une invention, ni un caprice. C'était la conscience aiguë d'un danger réel. On l'emmenait vers le nord, toujours plus au nord, loin de sa maison, loin de sa mère, loin de tout ce qui portait un nom familier. 4 jours plus tôt, elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Ce n'était qu'un instant, un battement de cils, quand la femme qui conduisait s'était penchée pour payer à une station-service. Sur l'écran du téléphone posé à côté du gobelet de café, Eva avait aperçu des lignes de texte, des villes, des dates, de courtes phrases sèches, presque mécaniques, qui ressemblaient davantage à un calendrier qu'à une conversation. À cet âge-là, elle ne connaissait pas le mot « logistique », mais elle en comprenait déjà le sens. Ce n'était pas un voyage improvisé, c'était une chaîne, une succession d'étapes, et elle faisait partie du trajet. Depuis 4 jours, le monde d'Ava se réduisait à la banquette arrière d'un SUV blanc. L'odeur persistante du café froid se mêlait à celle d'un désodorisant bon marché, trop sucré, presque écœurant. Il y avait un plaid posé à côté d'elle, des bouteilles d'eau, des sacs de nourriture rapides. Tout semblait prévu, trop prévu. La voiture roulait longtemps, s'arrêtait brièvement, repartait. Des motels aux lumières jaunâtres, des parkings battus par le vent, des toilettes publiques où Eva n'avait jamais le droit de fermer la porte complètement. Le jour et la nuit se confondaient. Elle dormait par à-coups, se réveillait avec le cou douloureux, les jambes engourdies, la sensation constante d'être surveillée. Même quand la femme ne la regardait pas directement, Eva sentait son contrôle, comme une pression invisible. Elle portait des baskets légères, des vêtements trop fins pour l'hiver qui s'installait. Le froid s'insinuait lentement, ajoutant à l'inconfort une fatigue sourde. La disparition d'Eva n'avait rien d'un enlèvement brutal dans une ruelle sombre. Elle avait eu lieu là où personne n'attend le danger. Le musée des sciences de Colorado Springs était bruyant, lumineux, rempli de familles et d'enfants excités. Eva s'y trouvait avec sa mère, entre des vitrines colorées et des expositions interactives. La femme était apparue comme une évidence rassurante. Elle connaissait le prénom de la mère d'Ava, son travail, les difficultés qu'elle traversait. Elle parlait avec chaleur, avec empathie, comme quelqu'un qui avait déjà partagé les mêmes épreuves. Elle avait dit être une vieille amie. Elle avait souri de cette façon qui inspire confiance. Elle avait parlé de sa propre fille, montré des photos sur son téléphone. Eva se souvenait encore de ce sentiment étrange, diffus, quand elle avait entendu son prénom prononcé par une inconnue avec tant de naturel. À aucun moment elle n'avait pensé au danger. Autour d'elle, il y avait trop de monde, trop de bruit, trop de normalité. Le prétexte avait été banal. Aller se laver les mains, échapper un instant à la foule. La femme avait pris Eva par l'épaule, doucement, presque affectueusement. Elles avaient traversé un couloir secondaire, poussé une porte latérale. L'air avait changé, le bruit s'était éloigné, et en quelques secondes, tout était devenu irréversible. La voiture attendait déjà. À l'intérieur, il y avait ce plaid, ces bouteilles, ces objets qui n'étaient pas là par hasard. Au début, Eva avait essayé de résister avec des mots. Elle avait protesté, demandé à appeler sa mère, expliqué que quelque chose n'allait pas. La femme n'avait jamais élevé la voix. Elle répondait calmement, avec une assurance presque automatique. À chaque arrêt, Eva tentait de capter l'attention d'un adulte, un réceptionniste de motel, un caissier de station-service, une femme faisant la queue pour un café. Mais la femme était toujours là,
posant une main ferme sur son épaule, parlant avant elle. Elle disait que l'enfant traversait une période difficile, qu'il y avait un divorce compliqué, que sa nièce faisait des crises pour un rien. Elle savait exactement quelle phrase utiliser, et presque tous les adultes choisissèrent la version la plus confortable. Ils regardaient l'enfant en pleurs, puis l'adulte calme, et décidaient qu'il était plus simple de croire la seconde. Après 2 jours, Eva comprit que sa voix n'avait plus aucun pouvoir. Chaque tentative se retournait contre elle. Chaque mot semblait renforcer la légende de l'enfant instable. Elle apprit à se taire, à économiser ses forces, à observer. Le 4e jour, la neige commença à tomber. D'abord doucement, puis avec une insistance croissante. Le vent secouait la voiture. Le paysage devenait flou, effacé. La femme vérifiait sans cesse son téléphone, ses gestes trahissant une nervosité nouvelle. Eva sentait que quelque chose approchait. Une sorte de rendez-vous invisible, une étape importante sur cette route sans fin. Quand la voiture quitta l'autoroute pour s'engager vers une immense aire de repos pour routiers, Eva eut l'impression que le monde s'ouvrait et se refermait à la fois. Des lumières puissantes illuminaient la neige tourbillonnante. Des silhouettes se pressaient, emmitouflées, cherchant la chaleur et le café. Personne ne faisait attention à une petite fille transie, tenue par l'épaule comme si on la protégeait. À cet instant précis, Eva cessa d'espérer que quelqu'un l'entende. Mais au fond d'elle, quelque chose d'autre s'éveillait. Un souvenir, une possibilité, une chose que la femme ignorait encore. Tandis qu'on la guidait vers l'entrée du bâtiment, Eva pensa à ses mains, et à tout ce qu'elle savait dire sans un seul mot. Ce fut avec cette pensée, fragile mais tenace, que la première partie de son histoire se referma, laissant place à une autre forme d'espoir, silencieuse, dissimulée, prête à surgir au moment le plus inattendu. Alors que la porte automatique de l'aire de repos s'ouvrait devant elle dans un souffle d'air chaud, mêlé d'odeurs de café, Eva sentit son esprit se raccrocher à ce souvenir précis, presque lumineux, qui contrastait violemment avec le froid et la peur du présent. C'était le visage de Nora Brooks qui lui revenait, clair et obstiné, tel qu'il avait toujours été. Nora n'était pas seulement sa meilleure amie, elle était la personne grâce à qui Eva avait appris qu'il existait des mots que l'on pouvait dire sans voix, des phrases qui naissèrent dans les mains quand la bouche devenait inutile. Nora était née sourde. Pour Ava, cela n'avait jamais été une barrière, seulement une autre manière d'être au monde. Elles s'étaient rencontrées à l'école primaire, lors d'une année où la direction avait décidé de rendre les classes plus inclusives. Au début, Eva avait trouvé les gestes étranges, presque amusants. Elle riait en se trompant, en inversant les mouvements, en oubliant la position exacte des doigts. Nora, elle, ne riait jamais pour se moquer. Elle corrigeait avec patience, reprenait les gestes, recommençait autant de fois qu'il le fallait. Très vite, ce qui n'était qu'un jeu était devenu un langage partagé. L'enseignante leur avait appris les bases, les salutations, les objets simples, les émotions les plus évidentes. Mais Nora allait toujours plus loin. Elle expliquait pourquoi certains gestes étaient courts, presque brusques. Elle disait que parfois, on n'a pas le temps de parler, que parfois, on ne peut pas. Elle racontait avec un sérieux presque adulte que le danger n'attend pas que l'on soit prêt, et qu'alors les mains deviennent la seule issue. Ava se souvenait très bien du jour où Nora lui avait appris les gestes de détresse. Ce n'était pas une leçon officielle. Elles étaient assises sur les marches derrière l'école, à l'abri des regards. Nora avait pris les mains d'Ava et les avait placées correctement, lentement, avec une attention presque solennelle. Elle lui avait montré comment demander de l'aide sans attirer l'attention, comment signaler que quelque chose n'allait pas, comment dire que l'on n'était pas en sécurité. Eva avait répété jusqu'à ce que les mouvements deviennent instinctifs. Elle ne savait pas alors à quel point ces gestes s'inscrivaient profondément en elle. Dans le présent, la tempête faisait rage à l'extérieur. La neige s'écrasait contre les vitres, transformant les lumières de l'air de repos en halos flous. La femme qui la tenait par l'épaule semblait de plus en plus tendue. Elle regardait autour d'elle, vérifiait son téléphone, ajustait sa prise sur Eva comme si elle craignait de la perdre dans la foule. Ce n'était plus la même assurance que les jours précédents. Quelque chose la pressait. L'aire de repos n'avait rien d'un lieu discret. C'était un vaste complexe destiné aux routiers, avec un magasin, un café, des douches, un parking immense où les phares des camions découpaient dans la neige en faisceaux mouvants. Pourtant, malgré cette animation, Eva se sentait invisible. Les gens passaient vite,
le regard baissé, préoccupé par le froid et la fatigue. Personne ne semblait prêt à s'arrêter pour observer une enfant en basket légère, grelottante sous un manteau trop fin. La femme la guida vers l'intérieur, ses doigts appuyant exactement au même endroit, juste assez fort pour rappeler à Ava qu'elle n'était pas libre. Ce geste, répété depuis des jours, avait fini par devenir un signal en soi. Eva savait que toute tentative de fuite serait immédiatement punie. Elle n'avait qu'une seule carte à jouer, et elle devait être discrète. C'est alors qu'elle le vit, un homme près d'une moto noire, massive, dont la silhouette semblait presque faire corps avec la machine. Il portait un gilet de cuir usé, par-dessus un sweat à capuche gris, comme si le froid ne l'atteignait pas vraiment. Les écussons cousus sur le cuir n'étaient pas décoratifs. Ils racontaient une appartenance, une histoire, une discipline. Il ne faisait rien de particulier. Il se tenait simplement là, observant la neige tomber, comme quelqu'un habitué aux routes longues et au silence. Eva sentit son cœur s'emballer. Elle comprit instantanément qu'elle n'aurait pas de seconde chance. La femme la tirait déjà vers l'entrée, là où la foule serait plus dense, où il serait plus facile de disparaître. Eva baissa légèrement la tête, comme pour se protéger du froid, et leva les mains vers sa poitrine. Le mouvement semblait banal, presque naturel. Pourtant, dans cette simplicité, elle glissa le premier geste. Aide. Elle le maintint juste assez longtemps. Pas trop, pas assez pour éveiller les soupçons. Elle releva les yeux. L'homme avait levé la tête. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais Eva sut immédiatement qu'il avait vu. Alors elle recommença, plus lentement. Puis elle ajouta le second geste. Danger. Enfin, presque imperceptiblement, celui que Nora avait appelé universel. Pas en sécurité. La femme sentit le changement. Elle suivit le regard d'Eva, comprit que quelque chose venait de se passer. Sa main se crispa sur l'épaule de l'enfant et elle accéléra le pas. Les portes automatiques s'ouvrirent devant elle, avalant Eva dans un flot de chaleur artificielle et de lumière. Pendant une fraction de seconde, elle perdit l'homme de vue. La peur la submergea, lourde, suffocante. Peut-être avait-elle mal fait, peut-être n'avait-il rien compris. Mais au fond d'elle, une certitude fragile persistait. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle avait parlé avec ses mains, exactement comme Nora le lui avait appris. À présent, tout dépendait de cet inconnu et de ce qu'il avait vu dans ses gestes dissimulés. Tandis qu'elle se mêlait à la foule du café, la tempête continuait de hurler dehors. Et quelque part, dans ce tumulte de neige et de moteurs, une autre histoire venait de s'enclencher, silencieuse elle aussi, mais irréversible. Lorsque la porte automatique se referma derrière Eva et la femme, l'homme resta immobile quelques secondes de plus, comme si le monde autour de lui avait soudain ralenti. La neige continuait de tomber en rafales épaisses. Le vent faisait vibrer les carrosseries, les moteurs tournaient au ralenti sur le parking, mais pour lui, tout cela semblait s'être éloigné. Il n'y avait plus que ses gestes. Courts, précis, impossibles à confondre pour quelqu'un qui les connaissait vraiment. Son nom était Noah Carter. Dans le club, on l'appelait Rafe, un surnom hérité de ses années passées à travailler dans des environnements où les noms civils perdaient vite leur importance. Il avait porté l'uniforme pendant longtemps, d'abord dans la police, puis dans le système pénitentiaire. Il avait appris à observer sans se précipiter, à distinguer la peur réelle de la mise en scène, à reconnaître les détails que les autres ignoraient. Et surtout, il avait appris que les situations les plus dangereuses étaient souvent celles qui semblaient, en apparence, parfaitement ordinaires. Mais ce n'était pas sa formation professionnelle qui avait réagi en premier. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, un réflexe gravé dans la mémoire. Les mains d'une enfant qui parle sans bruit. Il les avait vues des centaines de fois auparavant, dans un autre contexte, dans une autre vie. Les mains de sa fille. Émilie était née sourde. Dès le début, les médecins avaient expliqué, rassuré, donné des brochures. Noah avait hoché la tête, promis qu'il apprendrait, et il avait tenu parole. Il avait passé des années à apprendre ce langage, à s'entraîner devant des miroirs, à répéter les gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi naturels que la parole. Il ne voulait pas être ce père qui sourit sans comprendre, qui se contente de traductions approximatives. Il voulait entendre avec les yeux, être présent dans chaque nuance. Émilie avait grandi dans ce langage. Elle riait avec ses mains,
se fâchait avec ses mains, demandait de l'aide avec ses mains, et quand elle avait peur, elle faisait exactement ces gestes-là. Les mêmes. Ceux que Noah venait de voir dans la tempête, sur ce parking battu par le vent. Après l'accident du bus scolaire, après le silence brutal et définitif, Noah avait continué à vivre comme on survit à une longue chute. Il avait quitté l'uniforme, incapable de supporter les règles et les procédures qui ne l'avaient pas protégé. Il avait trouvé refuge dans la route, dans le club, dans une forme de discipline différente, plus brute mais tout aussi stricte. Il ne cherchait pas la bagarre, il cherchait le contrôle, la stabilité, quelque chose qui empêche la douleur de tout dévorer. Et voilà que, des années plus tard, dans une tempête de neige, une enfant étrangère venait d'utiliser le langage de sa fille pour demander de l'aide. Noah ne courut pas après elle. Il ne cria pas. Il ne chercha pas à attirer l'attention inutilement. Il sortit son téléphone, se plaça de façon à voir les portes d'entrée et composa le numéro d'urgence. Sa voix était calme, posée, débarrassée de toute émotion superflue. Il donna l'emplacement exact, décrivit l'enfant, la femme, la voiture blanche, le numéro de plaque qu'il avait mémorisé presque sans y penser. Il expliqua surtout l'essentiel. L'enfant avait demandé de l'aide par des gestes précis et il était certain de leur signification. Puis il appela le président de son club. Pas pour demander une confrontation, pas pour régler quoi que ce soit par la force, simplement pour demander de la présence, des yeux, des témoins. Que personne ne disparaisse pendant que la police luttait contre la neige et la distance. À l'intérieur, Eva était assise à une table, les mains serrées autour d'un gobelet trop chaud qu'on lui avait donné sans poser de questions. La femme parlait vite, trop vite, jetant des regards nerveux vers les vitres. Eva ne disait rien. Elle sentait son cœur battre contre ses côtes, chaque seconde s'étirant comme un fil prêt à rompre. Elle se demandait s'il avait compris, si quelqu'un, quelque part, avait vu ce qu'elle avait essayé de dire. Quand elles ressortirent, la nuit semblait plus dense encore. La femme marchait plus vite, sa main crispée sur l'épaule d'Ava. Noah se détacha de l'ombre, visible sans être menaçant, se positionnant naturellement près du SUV blanc. La femme changea de trajectoire. Il ajusta la sienne. Toujours à distance, toujours calme. Eva leva légèrement la main, cachant le geste dans un mouvement presque imperceptible. « Aide !» Noah répondit par un regard qui ne laissait aucun doute. Il avait compris depuis le début. Il monta sur sa moto, la fit avancer de quelques mètres seulement, puis la plaça de manière à bloquer la portière conducteur. Pas un choc, pas une menace, juste un obstacle. Il coupa le moteur, retira les clés et resta là, immobile, comme quelqu'un qui n'avait aucune intention de partir. La femme s'arrêta net. Son scénario venait de se fissurer. Elle tenta de parler, de protester, de jouer la carte de l'indignation. Mais autour d'eux, l'espace avait changé. D'autres motos arrivaient, se garaient en rang ordonné, leurs conducteurs restant à distance, silencieux. Une présence massive, tranquille, impossible à ignorer. Les gyrophares apparurent enfin à travers la neige. Les policiers descendirent, évaluèrent la scène en quelques secondes. Ils ne se contentèrent pas d'écouter les explications rapides de la femme. Ils observèrent l'enfant, ses vêtements inadaptés, sa posture, la peur qu'on ne simule pas aussi parfaitement. Eva donna son nom, celui de sa mère, celui de son école. Les pièces du puzzle s'assemblèrent rapidement. La voiture correspondait, la description aussi. Les menottes se refermèrent sans éclat, sans cri. Juste le bruit sec du métal, presque banal. Pendant que la femme était emmenée, Eva sentit enfin la tension quitter ses épaules. Elle était enveloppée dans une couverture chaude, guidée doucement vers une voiture de police. Elle jeta un dernier regard vers Noah. Il ne souriait pas. Il acquiesça simplement, comme pour lui dire qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait. La tempête continuait de tomber, mais quelque chose venait de changer. Le silence n'était plus menaçant. Il était rempli de témoins. Et pour la première fois depuis 4 jours, Eva ne se sentait plus invisible. Quand le SUV blanc disparut derrière les lumières clignotantes et que la tempête sembla enfin perdre un peu de sa violence, le temps recommença à avancer normalement. Pas brutalement, pas comme un réveil soudain après un cauchemar, mais lentement, prudemment, comme s'il avait lui aussi besoin de vérifier que le danger était réellement passé. Eva était assise à l'arrière d'une voiture de police, emmitouflée dans une couverture trop grande pour elle. Entre ses mains,
Elle tenait une tasse de cacao chaud dont la chaleur lui brûlait presque les doigts, mais elle s'y accrochait comme à une preuve tangible de réalité. Les questions vinrent doucement. Son nom, son âge, d'où elle venait. Elle répondit d'une voix encore hésitante, mais claire. Elle prononça le nom de sa mère, celui de son école, la ville où se trouvait sa maison. À chaque réponse, les adultes autour d'elle échangeaient des regards de plus en plus sérieux. Les vérifications se faisaient rapidement, presque silencieusement. Une alerte correspondante, une disparition signalée plusieurs jours plus tôt, une description qui concordait. La certitude s'installait, lourde et irréfutable. La femme n'était plus une inconnue calme et sûre d'elle. Son vrai nom apparut dans les bases de données comme une tâche qui s'étend. Diane Crawford. Un simple maillon, mais un maillon essentiel. Son téléphone, confisqué presque immédiatement, révéla ce qu'Eva avait compris instinctivement sans pouvoir le nommer. Des messages codés, des transferts d'argent, des itinéraires répétés. Une mécanique froide, organisée, qui utilisait la confiance et la fatigue des adultes comme des outils. Elle ne volait pas les enfants dans la violence visible, elle les faisait disparaître dans l'indifférence. La mère d'Ava arriva en pleine nuit. Elle avait roulé des heures sans vraiment sentir la route, guidée par l'angoisse et l'espoir mêlés. Quand elle aperçut sa fille, assise sous les lumières de l'air de repos, les cheveux emmêlés, le visage pâle mais vivant, quelque chose se brisa définitivement en elle. Elle s'effondra à genoux, la serra contre elle avec une force presque douloureuse, comme si elle craignait qu'Ava ne s'évapore si elle relâchait son étreinte. Aucun mot ne sortit immédiatement. Il n'y en avait pas besoin. Le retour à la maison ne fut pas un retour à l'avant. Eva le comprit très vite. Les nuits furent longues, peuplées de réveils en sursaut, de rêves où la voiture blanche revenait encore et encore. Les magasins bondés lui donnaient le vertige. Les mains sur ses épaules, même bienveillantes, la faisaient tressaillir. Elle entama un suivi avec une psychologue, apprenant peu à peu à remettre des limites là où elles avaient été violées. Sa mère ne la quittait presque jamais, oscillant entre une vigilance extrême et une culpabilité silencieuse. Nora fut là dès le premier jour. Elle ne posa pas de questions inutiles. Elle s'assit simplement près d'Ava et, sans un mot, fit les gestes qu'elles connaissaient toutes les deux. « Tu as bien fait. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas seule. » Ces phrases muettes, répétées encore et encore, devinrent un point d'ancrage. À l'école, les enseignants furent informés avec précaution. Eva n'était pas prête à raconter. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Quelques mois plus tard, Eva écrivit une lettre. Les mots étaient maladroits, les lignes un peu penchées, mais le message était limpide. Elle racontait qu'elle retournait en classe, qu'elle apprenait à nouveau à marcher seule dans les couloirs. Elle expliquait que sa classe avait commencé à apprendre quelques gestes, juste au cas où. Elle termina la lettre par une phrase simple, presque naïve, mais essentielle. Au moment où la moto avait bloqué la portière, le monde avait cessé d'être incompréhensible. Quelqu'un avait cru un enfant. Le procès de Diane Crawford fut fédéral. Long, méthodique, sans éclat dramatique. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Elle fut condamnée à une peine qui ne cherchait pas la symbolique, mais l'irréversibilité. Grâce à la rupture de cette chaîne, d'autres arrestations suivirent. 2 enfants disparus furent retrouvés vivants. Ce fut la victoire la plus silencieuse et la plus importante de toutes. Noah Carter refusa toujours l'étiquette de héros. Pourtant, avec son club, il transforma ce qui s'était passé en quelque chose de durable. Ils financèrent une partie de la thérapie d'Ava, soutinrent sa mère, mais surtout, ils lancèrent une initiative simple. Apprendre à reconnaître quand un enfant ne fait pas une crise, mais appelle à l'aide. Montrer des gestes élémentaires, faciles à mémoriser. Le programme fut baptisé « Les signes d'Émilie », non comme un hommage figé, mais comme une continuité. Les années passèrent. Un jour d'hiver plus doux que les autres, Noah se rendit au cimetière comme il le faisait chaque année. La douleur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Ce jour-là, des pas se firent entendre derrière lui. Eva était là, plus grande, plus assurée, accompagnée de sa mère. Elle s'approcha de la pierre, lut le nom, puis leva les mains. « Merci, tu as aidé. » Elle déposa une photographie, 2 filles souriantes, l'une parlant avec sa voix, l'autre avec ses mains. À côté, une petite carte dessinée montrait 3 gestes simples. Quand ils se quittèrent, Eva fit un dernier signe discret.
Je suis là. Noah répondit de la même manière. Il n'y avait plus besoin de mots. La neige tombait doucement, recouvrant le sol sans effacer ce qui comptait vraiment. Certaines choses survivent à tous les hivers. Un geste appris par amitié, une douleur transformée en pont, et un instant où un enfant ne renonce pas, et où le monde, enfin, répond. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. La suite arrive avec de nouveaux récits qui changent quand notre regard sur les gens. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Et dis-nous en commentaire de quelle ville tu regardes.